Une fortune a été extraite du Congo, si vaste, si violente et si méthodique qu'elle semble à peine réelle lorsqu'on en parle à voix haute. Une petite monarchie européenne, à peine une grande puissance selon les critères du XIXe siècle, a réussi à transformer une immense étendue d'Afrique centrale en l'une des machines d'extraction les plus rentables de l'ère impériale, et elle l'a fait avec l'une des plus vieilles ruses de l'histoire de l'argent et du pouvoir. Appelez cela de la civilisation, structurez-le comme une entreprise, et cachez le sang dans la comptabilité. Bienvenue chez l'historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre comment la Belgique a tiré une fortune du Congo, il faut commencer par dissiper une idée fausse très importante. Au début, il ne s'agissait même pas de la Belgique au sens classique du terme. En 1885, après que la conférence de Berlin a contribué à officialiser la ruée de l'Europe vers l'Afrique, l'État indépendant du Congo a été reconnu comme la possession personnelle du roi Léopold II. Il ne s'agissait pas d'une colonie normale dirigée par un parlement dès le premier jour, ni d'un projet national bien ordonné avec un drapeau et un ministère, mais du domaine privé du roi, à une échelle si absurde que cela ressemble à de la satire. Léopold a présenté l'ensemble de l'entreprise comme étant philanthropique et humanitaire. Il tenait un discours de lutte contre l'esclavage, de développement et d'élévation morale. Les empires sont souvent à leur stade le plus dangereux lorsqu'ils arrivent en ayant l'air de vouloir aider. Cette structure de propriété privée est importante car elle explique les motivations. Si vous dirigez un territoire comme une possession personnelle, la question n'est pas de savoir comment bâtir une société équilibrée. La question est de savoir comment la rentabiliser. Et vite. Et pour Léopold, le Congo devait rapporter car le projet était coûteux, logistiquement difficile et politiquement fragile. Il fallait construire des chemins de fer, recruter des hommes armés, briser la résistance et tenir les rivaux européens à distance. Ainsi, dès le début, le Congo n'a pas été traité comme une communauté à gouverner, il a été traité comme un actif à monétiser. C'est le fil conducteur, non pas le développement avec l'exploitation comme effet secondaire, mais l'extraction comme logique fondamentale dès le départ. Au début, l'ivoire a été une source de profit majeure. La demande en Europe et en Amérique du Nord était forte à la fin du XIXe siècle, alimentant les marchés des produits de luxe, de la sculpture ornementale, des touches de piano, des manches de couteau, des boules de billard et des objets de prestige pour des sociétés qui aiment se considérer comme raffinées tout en consommant de la violence à une distance de sécurité. Mais l'ivoire seul n'est pas ce qui a rendu le régime congolais tristement célèbre. La véritable explosion est venue avec le caoutchouc. Dans les années 1890, la demande mondiale a explosé avec la diffusion des pneus de vélo pneumatiques et l'émergence de l'industrie automobile. Soudain, le caoutchouc sauvage n'était plus seulement une matière première utile, c'était de l'or industriel, et le Congo en possédait. C'est là que l'histoire financière et l'histoire humaine fusionnent pour ne former qu'une seule machine. L'État indépendant du Congo n'a pas créé une économie de marché normale pour le caoutchouc. Il a mis en place un régime d'extraction coercitif. De vastes zones ont été cédées en tant que concession à des entreprises privées ou conservées comme le propre domaine de la couronne du roi. Ces entreprises étaient censées faire des profits et payer des tributs et des impôts aux dirigeants coloniaux. Cette structure rendait les motivations brutalement évidentes. Moins elle dépensait en salaire, en infrastructures et en consentement, plus elle pouvait extraire. Ainsi, au lieu de construire un marché du travail légitime, le régime s'est appuyé sur la force. Les villages recevaient l'ordre d'atteindre des quotas de caoutchouc. Les hommes étaient poussés dans les forêts pour récolter le caoutchouc sauvage. Des familles étaient prises en otage. Des passages à tabac et des coups de fouet permettaient d'imposer des exigences impossibles. Lorsque le monde moderne voulait du caoutchouc, le Congo le fournissait par la terreur déguisée en administration. Il ne s'agissait pas d'une violence chaotique flottant autour d'une frontière faible. C'était une violence organisée, liée aux revenus. La force publique, la branche armée du régime, existait pour imposer l'ordre au sens impérial du terme, non pas la paix, mais la soumission. Le système fonctionnait parce que les populations locales pouvaient être contraintes de fournir de la main-d'œuvre sans que l'État ne paie quoi que ce soit qui s'approche du coût réel de ce travail. C'est l'un des schémas récurrents les plus sombres de l'histoire économique. Les profits extraordinaires dépendent souvent du maintien d'un groupe en dehors des protections normales du contrat, de la loi
ou du pouvoir de négociation. Le bilan comptable ne semble brillant que parce que le coût humain a été effacé des registres, et le profit était bel et bien extraordinaire. Léopold a tiré une fortune du Congo, d'abord avec l'ivoire, puis avec le caoutchouc à mesure que les prix montaient en flèche. Le point crucial n'est pas seulement que de l'argent ait été gagné, mais la manière dont il a afflué si directement vers le sommet. Il ne s'agissait pas d'une économie où les gains étaient largement réinvestis dans le territoire au profit des personnes qui les produisaient. C'était un système de transfert. La richesse partait vers l'extérieur, le pouvoir restait externe et le risque restait local. Les communautés congolaises ont enduré les punitions, les déplacements, la faim et la coercition. Le régime et ses intérêts associés en ont récolté les bénéfices. Ce modèle allait devenir très familier dans les économies coloniales ultérieures, mais il est apparu ici sous l'une de ses formes les plus pures et les plus abjectes. La perversité de cet arrangement était la plus évidente dans ce qui ne s'est pas produit. S'il s'était agi d'un véritable projet de développement, l'envolée des prix du caoutchouc aurait conduit à des investissements dans la santé, dans des transports desservant les communautés locales, dans les salaires, dans les structures de négociation et dans la stabilité agricole. Au lieu de cela, le travail forcé et les quotas punitifs se sont intensifiés. Le système récompensait la terreur parce que la terreur était efficace. Elle a baissé les coûts de main-d'œuvre, maximisé le rendement et raccourcissait la distance entre la demande mondiale et le profit royal. Pour les investisseurs et les dirigeants lointains, le Congo semblait productif. Pour les personnes à l'intérieur, la productivité signifiait tout autre chose. L'exploitation, la prise d'otages, l'épuisement, la destruction des villages et un tissu social déchiré pour que l'Europe puisse gonfler des pneus et se féliciter du progrès. La modernité a souvent été moins reluisante vue de près. Ce qui rend cette histoire particulièrement importante pour l'historien financier, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une atrocité morale, mais aussi d'un modèle économique très moderne. Il y avait une stratégie d'image, une couverture politique, des structures de concession, des accords fiscaux et de tribut, un mécanisme d'application armée, un boom des matières premières, des gains privés dissimulés sous un discours public, et la fiction gouvernementale selon laquelle le système existait pour améliorer le territoire plutôt que de le vider de sa substance. Retirez les uniformes et le langage missionnaire, et vous pouvez déjà apercevoir partout les contours de l'extraction des ressources du XXe siècle. Contrôler l'actif, supprimer les coûts de main-d'œuvre, externaliser la souffrance, défendre cet arrangement comme étant nécessaire à l'ordre et laisser la distance faire le travail moral. Mais même les systèmes fondés sur la peur finissent par développer leurs propres problèmes comptables. Au Congo, les profits étaient visibles, mais les contradictions l'étaient tout autant. Edmond Denis-Morel, qui travaillait dans le transport maritime, a remarqué un détail révélateur dans les modèles commerciaux. Le Congo exportait de grandes quantités de marchandises de valeur, comme le caoutchouc et l'ivoire, mais ce qui y retournait ne ressemblait pas à l'échange normal d'une économie commerciale fonctionnelle. Au lieu d'un flux sain de biens de consommation achetés par des producteurs volontaires, il y avait un mouvement massif d'armes à feu et de munitions. Morel en a tiré la conclusion évidente. Si des marchandises précieuses sortaient et qu'aucun paiement normal n'y entrait, c'est que la force comblait le vide. Ce fut l'un des indices financiers les plus clairs de l'histoire impériale. Les livres de comptes parlaient et ce qu'ils disaient était affreux. Cela avait de l'importance car cela a détruit le mythe. Une fois que des militants, des missionnaires et des enquêteurs ont commencé à révéler ce qui se passait, le Congo est devenu un scandale international. Le rapport de Roger Casement et le mouvement plus large de réforme du Congo ont contribué à transformer ce qui avait été traité comme une entreprise coloniale lointaine en une crise publique, morale et politique. Le problème n'était pas seulement que des abus avaient été commis, c'était que ces abus n'étaient pas accidentels. Ils faisaient partie intégrante du système de profit. Sans le travail forcé, le chemin de fer n'aurait pas pu être construit aux mêmes conditions, les concessions n'auraient pas été aussi lucratives, la résistance aurait été plus difficile à écraser, et tout le fantasme d'une richesse tropicale facile aurait semblé beaucoup moins impressionnant. Lorsqu'un régime est structuré autour de l'extraction sans échange équitable, la coercition n'est pas une défaillance du modèle, c'est le modèle. En 1908, la pression était devenue trop intense pour être ignorée. Le règne personnel de Léopold sur l'État indépendant du Congo a pris fin et le territoire a été annexé par la Belgique sous le nom de Congo belge. Cette transition est souvent décrite comme un moment de réforme,
et dans un sens, elle l'était. L'extrême violence du régime privé de Léopold était devenue diplomatiquement toxique. Mais les spectateurs ne devraient pas commettre l'erreur de supposer que la logique économique sous-jacente a disparu. Elle a changé de forme, elle est devenue plus bureaucratique, plus systématique et à certains égards plus raffinée. Le travail forcé a été partiellement réprimé, mais la coercition n'a pas disparu. Sous la domination coloniale belge, le Congo a continué à fonctionner comme une économie d'extraction façonnée autour des intérêts européens. Le vocabulaire s'est adouci, la structure est restée familière, et c'est là que l'histoire s'élargit, passant de la terreur du caoutchouc à la plus longue architecture de la richesse belge. Sous le régime colonial officiel, l'extraction est devenue plus diversifiée et plus industrielle. Le Katanga, en particulier, est devenu central. Les richesses minérales de la région, en particulier le cuivre, puis le cobalt et l'uranium, ont contribué à faire du Congo l'une des colonies les plus importantes d'Afrique sur le plan économique. L'Union minière du Haut-Katanga, créée en 1906, est devenue un géant de l'industrie du cuivre et, au début des années 30, elle était la plus grande entreprise de production de cuivre au monde. Au moment où le Congo s'approchait de l'indépendance, les entreprises étrangères contrôlaient toujours les leviers de commande de l'économie formelle et des sociétés comme l'Union minière demeuraient de vastes sources de revenus et de devises étrangères. En d'autres termes, le régime du caoutchouc n'était pas la fin de la fortune, c'était le premier acte. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Congo compte tant dans l'histoire économique. Il montre comment un empire ou un quasi-empire peut passer d'un modèle d'extraction à un autre sans modifier la hiérarchie de base. D'abord, il y a eu l'ivoire et le caoutchouc sous un régime souverain privé, puis est venue une administration coloniale plus formelle liée à l'exploitation minière, aux infrastructures et au pillage des ressources à l'échelle industrielle. Des matières premières différentes, des institutions différentes, mais une même direction fondamentale de la richesse vers l'extérieur. Le Congo était riche en actifs, mais pauvre en pouvoir de contrôle. C'est pas une contradiction dans l'histoire coloniale, c'est souvent là le but. La véritable richesse se trouve dans le sol, ou dans le travail de la population. Le pouvoir politique détermine qui s'en empare. Et les fortunes extraites n'étaient pas abstraites. Elles ont contribué à maintenir le statut de puissance coloniale de la Belgique et ont alimenté les réseaux financiers plus larges du capitalisme belge. Léopold lui-même a été associé à des constructions et à des travaux publics somptueux dans son pays, tandis que le Congo en payait la facture invisible. C'est souvent ainsi que la richesse impériale fonctionne sur le plan politique. La métropole voit des monuments, du prestige, de l'industrie et de la confiance nationale. La colonie voit des quotas, une répression armée et une vie réorganisée autour du bilan comptable de quelqu'un d'autre. La richesse semble civilisée au moment où elle arrive en Europe. Elle devient des boulevards, des institutions, des chaînes d'approvisionnement en cuivre, des groupes d'investissement et des fortunes respectables. L'extraction a toujours l'air plus propre après le transport. Alors quel est le lien avec notre époque actuelle ? Ce n'est pas que le monde est identique, car il ne l'est pas, c'est que les mécanismes sous-jacents sont encore partout présents. Les pays riches en ressources sont encore souvent piégés dans des systèmes où l'actif est précieux, la population est vulnérable, et le capital externe, associé au pouvoir politique, détermine qui s'approprie les gains. Les booms des matières premières invitent toujours à des récits sur le développement qui se révèlent être principalement des récits de contrôle. Les multinationales opèrent toujours dans des endroits où le travail, la loi et la souveraineté sont inégaux. Les marchés financiers récompensent encore l'extraction bien avant de se demander qui en a payé le prix humain. Les consommateurs des pays riches profitent encore des produits finis d'une coercition lointaine, tout en parlant comme si les chaînes d'approvisionnement étaient des forces de la nature. Les noms changent, le caoutchouc raclement de gorge à l'époque, le cobalt aujourd'hui, le cuivre à l'époque, les terres rares aujourd'hui, mais la grammaire de l'exploitation reste d'une stabilité alarmante. Il y a aussi une leçon personnelle plus pointue enfouie là-dedans. Quand les gens pensent à l'éducation financière, ils s'imaginent généralement la gestion d'un budget, les investissements, peut être l'inflation, peut être les impôts. Tout cela est utile. Mais une véritable éducation financière signifie également apprendre comment la richesse est créée à grande échelle. Cela signifie comprendre que les fortunes se construisent souvent non pas en créant une valeur équitable sur des marchés sains, mais en contrôlant les goulots d'étranglement. La terre, le travail, la loi,
la force, les transports et l'information. Le Congo est un cas extrême, mais il clarifie la règle. Les plus gros profits sont souvent réalisés lorsqu'une des parties n'a aucune capacité réelle de refuser les conditions. Cela a été vrai pour l'extraction impériale, et des versions plus douces de ce phénomène hantent encore le système financier moderne. La leçon finale est aussi simple que dérangeante. La Belgique n'a pas tiré une fortune du Congo parce qu'elle était particulièrement travailleuse ou singulièrement brillante. Elle a extrait une fortune parce qu'elle a mis en place un système dans lequel la coercition abaissait les coûts, la distance politique cachait la souffrance et la demande mondiale convertissait la violence en profit. D'abord le caoutchouc, puis les minéraux, toujours sous des structures conçues pour garder le contrôle ailleurs et l'obligation au niveau local. C'est ce que les spectateurs doivent retenir. Non seulement que le Congo était riche, et non seulement que Léopold était brutal, mais que l'argent et le pouvoir fonctionnent au mieux pour eux-mêmes lorsqu'ils peuvent transformer des êtres humains en intrants et qualifier le résultat de progrès. L'histoire ne se répète pas, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrasera tout autant. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire a les réponses, et je vous montrerai où chercher.